un petit bruit buccal subtilement dosé, le chip est en danger. Rendez-nous les chips. Vos amis pensent encore que Black Lives Matter est un groupe de hip-hop ? Non mais attends, moi j'ai adoré Black Lives Matter, bien sûr, j'ai adoré leur premier album. Détendez-vous, vous écoutez le Chip, ou plutôt peut-être que vous regardez le Chip, puisque ce podcast est désormais disponible sur YouTube. Cherchez-nous le Chip sur YouTube. Je m'appelle François Olac et je suis comme d'habitude accompagné de mon brother from another mother, Kevin Donna. Comment tu vas ? D'accord, Très bien, très bien. tu as décidé de juste faire un signe Mais non, de la mais parce main. que maintenant c'est aussi visuel, donc je faisais un petit salut majesté, mais non, tout va bien. On espère que le monde revienne à la normale très vite. Déjà, le chip a repris, donc voilà. Donc déjà, on est dans la montée là. On est back dans les bacs, c'est une bonne chose. C'est ça. Et aujourd'hui, du coup, on a une invitée de marque puisqu'il s'agit de la journaliste et autrice maintenant, Jennifer Padjemi. Hey! Comment tu vas, meuf ? Ça fait tellement longtemps. Bah écoute, ça va, même si c'est un peu une question rhétorique et une réponse aussi qui l'est autant, parce qu'on est tous en dépression, je pense. Oui. Mais je suis contente d'être avec vous, parce que c'est la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, Voilà. ouais, puisqu'en fait, c'est la première fois qu'on reçoit 2 fois la même personne dans le Chip, et donc on est très content que ce soit toi. Je te rappelle, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour parler notamment de séries et de Nola Darling, de C'est Spike ça. Lee. T'avais aimé ou pas la série ? Je me souviens plus. Alors, je crois que quand j'avais été invitée, je vous avais dit que j'avais pas trop aimé. Il se trouve que j'ai regardé la 2e saison et finalement, il y a eu une évolution et j'aurais voulu la voir se poursuivre. Mais malheureusement, comme Netflix a son habitude, l'a cuté au bout de 2 saisons. Donc, C'est marrant parce que j'ai pensé à toi parce que justement moi aussi j'ai repris la série il y a pas longtemps et bon j'ai toujours autant de mal avec Nola Darling, j'ai toujours autant de mal avec le point de vue de Spike Lee. Toi t'avais bien aimé J'avais bien aimé, mais pas suffisamment pour regarder la saison 2. C'est-à-dire que j'avais Ouais. pas une haine viscérale du truc. Mais par contre, j'aurais pas regardé la saison 2, ce qui est l'inverse de toi, en fait, qui a détesté, mais qui a quand même regardé la saison 2. Ouais, je suis un petit J'ai fait exactement l'inverse, tu vois. Ouh, j'aime bien, Ouais, mais je regarderai plus. Je suis un petit peu maso. Bref, en tout cas, pour cet épisode, du coup, Jennifer, tu vas nous parler du livre que tu viens de sortir aux éditions Stock qui s'appelle Féminisme et pop culture. Donc un livre qui justement retrace la trajectoire, on va dire, des femmes dans la pop culture, à la fois américaine mais aussi française et on va dire mondialisée sur les 10 dernières années, on Ouais. va dire. c'est ça. C'est un gros, un gros projet. Tu mélanges des références à la fois académiques avec des choses beaucoup plus culture de masse, Buffy contre les vampires, Girls, Sex and the City, Grey's Anatomy, évidemment, qui est ta grosse obsession. Évidemment. Et Donc- j'espère vous faire changer d'avis sur cette Sur Grey's série. Anatomy, ce sera un vrai défi. Mais en tout cas, voilà, évidemment, on parle aussi de représentation de femmes et de personnes racisées dans la pop culture. Et tu n'es pas sans savoir que ce sont des sujets qui nous intéressent aussi pas mal dans le Chip. Donc c'est super cool qu'on puisse parler de tout ça ensemble. Donc déjà, comment était venue l'idée de ce livre ? Quand est-ce que tu t'es dit, ça y est, je vais lancer ce gros chantier ? Parce qu'un livre, c'est quand même un gros boulot quand on est journaliste, quoi. Alors, du coup, on est arrivé à la fin des années 2010 et je me suis dit qu'il s'était passé beaucoup de choses et que c'était le moment de faire un bilan, de se poser, de savoir les évolutions et les limites de celles-ci, et notamment par rapport aux questions de représentation, par rapport aux questions de féminisme, avec un S, aux questions de diversité, entre guillemets. Et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas commencer les années 2020, cette nouvelle décennie, en ne faisant pas de bilan. Et ce que je dis souvent, c'est que là, tout ce qui se passe avec Britney Spears, les mea culpa, les questionnements, les remises en question, etc., c'est parce que justement, à la fin des années 2000, il n'y a pas eu d'analyse, de bilan, de questionnement justement sur ce qui s'était passé. Et là, d'un coup, 20 ans plus tard, les médias débarquent. Ah, nous étions sexistes. Ah bon ? Il fallait justement se poser cette question à l'époque. Et je pense que ça se joue en 2 temps. C'est à la fin d'une décennie, il faut pouvoir se poser cette question. Et ensuite, quelques années plus tard, essayer de comprendre justement où on en est, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a retenu, etc. Et du coup, pour moi, c'était important en tant que journaliste, mais aussi en tant que fan de pop culture, de se poser cette question et de vraiment regarder dans le rétro jusqu'à nos jours. Et d'ailleurs, j'ai envie de faire un petit coucou à Mélanie,
Parce que un jour, j'avais écouté le Chip, comme d'habitude, et elle avait bitché sur Shonda Rhimes, sur Shondaland, sur toutes les séries qu'elle On va en reparler. produit ou qu'elle a créées. Et en fait, je me suis dit qu'il y a plein de personnes, et c'est pas du tout péjoratif, mais n'ont pas forcément les outils d'analyse pour comprendre en fait le contexte culturel et social de certaines productions. Et du coup, n'arrivent pas forcément à les envisager d'une manière globale. C'est juste une appréciation personnelle, j'aime ou j'aime pas. Et moi, en tant que journaliste culture et critique, je me pose ces questions parce que j'essaye d'aller au-delà de ma simple appréciation et de me dire qu'est-ce que ça veut dire en fait pour la société. Qu'est-ce que ça nous dit en fait de nous, des évolutions, des questions de représentativité, etc. Et du coup, en l'écoutant, je m'étais dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc en parce fait, que... t'as fait ce bouquin pour démarrer un bif avec le C'est ça. Chip. Comment tu t'y es prise pour écrire ce livre? Combien de temps ça t'a pris? Est-ce que tu avais une méthode? Est-ce que tu as fait des entretiens? Ou est-ce que tu as fait surtout des recherches bibliographiques? Enfin, comment tu t'y es prise pour écrire le livre? Alors, j'ai décidé de ne pas faire d'entretien pour ce livre-là. J'espère un jour faire d'autres projets où ce sera le cas, parce que on estimait, donc notamment avec mon éditrice, que j'étais une forme d'experte sur le sujet et que ça ne servait pas forcément à grand-chose d'avoir d'autres experts qui disent quasiment la même chose que moi. Donc l'idée, c'était plus de partir de mes analyses et d'appuyer mon propos avec des thèses, des articles qui avaient été faits sur le sujet. Et donc, avant de commencer l'écriture, j'ai vraiment noté tout ce qui s'était passé pendant les années 2010, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Clairement, j'ai pas pu tout mettre, sinon le livre, il aurait fait 1000 pages. Et à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus important à garder et qu'est-ce qui peut faire une ligne directrice pendant tout le livre. Et du coup, c'est pour ça que Grey's Anatomy est très présent dans le livre, parce que, je suis fan, mais aussi c'est parce que c'est la seule série qui a commencé en fait au milieu des années 2000 Ah ouais. et qui est encore Qui a évolué avec le temps. Et à un moment, quand je parle de cette série, je dis elle a survécu à 4 présidents. Enfin, c'est fou de se dire qu'il y a eu 4 présidents pendant et cette si ça se trouve 2 fois plus de présidents de network, tu vois, C'est de chaînes de télé. Du coup, donc, le livre analyse l'évolution de la place des femmes et des idées aussi féministes dans la pop culture. Où est-ce que parce que tu dis en gros dès l'intro, ou en tout cas dès les premiers paragraphes, tu expliques qu'il y a eu une sorte de shift, de moment charnière, on va dire, dans les années 2010 sur le féminisme dans la pop culture. Tu parles notamment du moment où, donc je crois que c'est en 2013, au moment où Beyoncé, Oui. C'est quelle année? C'est 2013. C'est 2013, ouais. voilà, quand Beyoncé. Enfin, 2014, où elle met féministe Voilà. sur son concert, mais 2013, elle commence avec son album. Elle commence avec l'album Beyoncé. Ouais. Du coup, où est-ce que tu situes ce moment de pivotement? Est-ce que du coup, c'est Beyoncé à elle seule qui a lancé cette espèce de vague, donc quand elle a cité Chimamanda Ngozi Adichie, We should all be feminists? Ou est-ce que pour toi, c'est un truc peut-être plus multifactoriel? Enfin, où est-ce que tu situes, tu vois, ce changement? En fait, ça se situe un peu avant, notamment par rapport aux réseaux sociaux. Et donc, c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont shifté la manière de concevoir le féminisme et les questions de société de manière générale, parce que ça a été vraiment un vecteur de diffusion. Donc d'un coup, les gens s'emparent de leur portable, partagent des hashtags, des événements, des concepts même. Et du coup, avant de parler de Beyoncé, j'explique comment la pop culture est entrée dans nos vies de manière prédominante, avant même les séries, les films, la musique, etc. Alors ça a toujours existé, mais ça a vraiment pris un shift énorme parce que les réseaux sociaux sont devenus une plateforme de viralité. Donc d'un coup, pour faire une manif, il suffit de mettre un hashtag et ça se diffuse partout dans le monde. Et donc, par exemple, après l'élection de Trump,
il y a eu un effet de masse via les réseaux sociaux parce que justement les gens partageaient. Et ça, c'est quelque chose qui a commencé au début des années 2010. Et donc quand on voit aussi comment l'afroféminisme est arrivé en France, a pris de la place en France, c'est grâce à Twitter notamment. Parce que d'un coup, on voit des militantes partager des concepts universitaires lourds de manière beaucoup plus concise, de manière beaucoup plus fun, auprès de plein de personnes. Et c'est comme ça que ça a vraiment... ça s'est vraiment diffusé en fait auprès du grand public. Ouais. Et c'est comme ça, j'ai l'impression aussi que ça a créé une forme de perception que toutes ces idées-là, elles sont récentes. Dans les médias français, on voit beaucoup de gens dire oui, la wokeness, la wokité, comme si les idées en gros progressistes ou décoloniales ou féministes, du coup, dataient d'il y a 5 ans, alors qu'en fait, c'est juste qu'elles sont devenues mainstream il y a 5 ans, en fait. oui, finalement. c'est ça. Enfin, Alors même plus que 5 ans, excuse-moi. Non, même plus que 5 ans, mais c'est vrai que quand on voit la manière dont la France envisageait ces questions-là, il y a quand même un phénomène très récent, dans le sens où, par exemple, le livre de Bell Hooks, Ne suis-je pas une femme, a été traduit en 2015. Ouais. Enfin, ça veut dire quelque chose aussi de la manière dont on considérait ces questions-là, et qui était très universitaire. Donc, si on ne parle pas anglais, si on ne fait pas partie du réseau de chercheurs, on n'a pas forcément accès à ce type d'informations. Donc, d'une certaine manière, c'est complètement faux, parce que ça existe depuis très très longtemps, depuis Bien des sûr. décennies, voire plus. Mais la manière dont ça s'est popularisé et ça s'est mainstreamisé, c'est récent. Et ça, oui, les détracteurs ont tort, parce que c'est fini depuis 2016. Ouais, c'est ça. Et puis, ils vont dire que c'est un phénomène, un phénomène de mode et une américanisation. Alors que pas du tout. Du débat. Je voudrais un peu rebondir là-dessus, parce qu'au début du livre, tu donnes une belle définition non académique de la pop culture, et tu dis que selon toi, c'est l'ensemble des images que l'on assimile au quotidien sans s'en rendre compte. Il y a une opposition, c'est ce qu'on est en train de dire, il y a une opposition artificielle, une opposition forcée entre ce qui relève d'un côté du pop, et en face ce qui relève de l'académie. Donc cette opposition un peu forcée. Comment on fait pour en sortir de cette vision un peu boumeuse de la culture, avec d'un côté ce qui est noble et puis de l'autre côté ce qui est vulgaire et populaire, entre guillemets. Est-ce que tu as un élément de réponse là-dessus ? C'est compliqué, parce que finalement, cette opposition, elle est créée par les académiciens, entre guillemets, ou par les personnes qui ne comprennent pas en quoi la pop culture est importante. Mais pour leur dire, pour leur donner une réponse concrète, c'est que déjà, on peut être les deux. J'en suis la preuve. Je pense que vous aussi, d'une certaine manière, faire un podcast, ça peut être à la fois très universitaire, en tout cas avec une approche très universitaire et en même temps de vulgarisation. C'est pour ça que Kevin est là. Voilà, c'est ça. Et en fait, il faut comprendre que le phénomène de masse est concret. C'est-à-dire que d'un coup, quand on voit que des personnes s'emparent d'un sujet, s'emparent d'une thématique, ce n'est pas juste du divertissement. Ça veut dire quelque chose de nos imaginaires, de comment on se construit, de comment aussi on apprend et on assimile des phénomènes. Et donc, leur manière, en fait, d'enseigner ou de conceptualiser des théories, c'est finalement grâce à la pop culture qu'elles peuvent se diffuser. Sinon, ça reste dans un cercle très précis. Très élitiste. Voilà, très élitiste, entre chercheurs, on se valide, c'est génial ce que tu as écrit, etc. Mais comment cette information vient à des personnes comme mes parents, à des personnes qui sont plus jeunes, à des personnes qui habitent en périphérie urbaine, et c'est ça la vraie question, c'est de se dire comment on sort de ce petit milieu qui est finalement réservé à beaucoup de blancs, bourgeois, et de personnes éduquées. Donc l'idée que défend ton livre, c'est à la fois l'idée que tu défends, et en même temps, du coup, ton livre, c'est le produit de cette idée, c'est que finalement, le féminisme de théorie, on va dire, universitaire, etc., est sorti de son carcan académique pour devenir quelque chose de pop. Et que du coup, on peut parler de féminisme, et on peut même devenir féministe en regardant des séries, ou en allant au cinéma, ou en écoutant de la musique. Il y a une autre idée qui est intéressante, et dont tu parles dans le livre, qui est celle selon laquelle
il y a plusieurs formes de féminisme, c'est pour ça que tu as un S dans le titre de ton livre, mais que souvent, ce qui se passe, c'est que il y a une forme de féminisme qui est un féminisme plutôt blanc, qui n'inclut pas les personnes issues de minorités, qui va être mis en avant par rapport justement à un féminisme plus inclusif, qui va inclure les personnes de couleur, qui va inclure les personnes peut-être voilées ou les choses comme ça, et du coup un féminisme intersectionnel. J'aime bien l'anecdote que tu racontes dans laquelle tu es à New York avec des amis. Je te laisse raconter, vas-y. Avec la série Girls, Oui. que j'ai détestée. Donc, Je l'ai pas détesté pour le coup, mais c'est compliqué. C'est amour-haine. pareil, continu. toute la deuxième saison, j'ai fait du hate watching. donc, François, tu regardes plus de choses que tu détestes que tu n'aimes. C'est vrai. Ça fait 4 Faut ans se qu'on poser travaille des ensemble, je suis en train de me dire... c'est vrai, je parlais de Noah Darling tout à l'heure en plus. Continue, Jennifer. Oui, je raconte en fait cette fois où j'ai vécu 2 mois à New York avec des amis, où c'était une période un peu charnière de ma vie parce que c'est la fin des études, on ne sait pas trop où on va après un long stage, etc. Et du coup, première fois New York, génial, j'ai l'impression d'être dans une série ou dans un film. Et donc, on vit notre meilleure vie. Et à un moment, on voit des affiches de girls partout dans New York. Et ça nous intriguait parce qu'en plus, à New York, ils font pas les choses à moitié. Ouais, Tu vas à Times Square, euh, c'est en géant partout. Et du coup, moi, je me suis dit, allez hop, en rentrant, je vais regarder la série parce que forcément, j'ai kiffé cette ville. Ça va continuer ce voyage à Paris. Et là, bim, je vois que en fait, c'est une série 100% blanche. Et en fait, oui. Tu peux peut-être résumer Oui. l'intrigue Ouais. de Girls. Alors, Girls, ça suit 4 personnages féminins, donc 4 personnages blancs, qui sont aussi dans un moment charnière de leur vie où elles galèrent un peu, elles veulent concrétiser leur métier, quoi. Mais Ouais, elles ont genre c'est 25 compliqué, piges. La voilà. voix d'une Elles génération. C'est ont un groupe de 24 ans, ouais, copines c'est et ça. tout. Ouais. Et du coup, on suit leur trajectoire entre amour, amitié, galère. Enfin, pas trop de galère, parce que dès qu'il y a une galère, on va chercher papa-maman pour demander 500 €. Et ça, c'est aussi ce qui a gêné, c'est que d'un coup, cette espèce de galère qu'on pouvait voir, par exemple, dans Broad City, une autre série que je préfère, pour le coup, où on montre beaucoup plus, justement, c'est quoi être pas riche à New York. Et là, en fait, on voit que c'est un peu des filles à papa, quoi. Enfin, j'ai un problème, j'appelle mes parents, je me prends pour la voix de ma génération, alors qu'en fait, tu parles qu'à toi-même. Et du coup, moi, ce qui m'a choquée dans cette série, c'est que c'est même pas forcément les personnages qui sont blancs, c'est que même leur environnement l'est. Et elles habitent à Brooklyn. Comment vous voulez habiter à Brooklyn? À Bushwick. en plus, Ouais, non, mais à Bushwick. ouais. À Bushwick, qui en plus à l'époque était en pleine gentrification, donc ne nous faites pas croire que c'est 100% blanc, parce que 2 semaines avant, je l'ai vu de mes propres yeux et c'était pas le cas. Et donc il y avait vraiment une espèce de violence de se dire, mais on est en 2012, est-ce que vous pouvez enfin évoluer? Après Sex and the City, après Friends, après toutes les séries qu'on a vues qui se passaient à New York. Et en fait, c'est toujours la même chose, quoi. Et c'est important aussi de rappeler que le contexte, l'environnement de la série compte. Et donc, si ça se passait dans le Connecticut, on n'a pas vraiment la même approche. Là, ça se passe à New York, ça se passe à Brooklyn, ça se passe en 2012. Ça se passe dans un milieu de jeunes, donc en plus un peu hipster, etc. Donc, ça n'a aucun sens. Moi, c'est le côté très hipster qui m'avait... oui, j'avais remarqué aussi le manque de diversité, mais surtout, le côté très hipster, c'est-à-dire que quand tu vois les endroits où elles évoluent, les apparts où elles sont, les soirées notamment où elles vont, tu te dis, mais qui vit cette vie, en fait, dans la vraie vie? Et c'est un truc qui m'a gêné sur une autre série féminine que, pour le coup, j'ai adoré, c'est qui est Insecure, mais... parce que en fait, ce qui m'énerve dans la série, c'est que tout le monde est tout le temps riche. Tout le monde est tout le temps riche et tout le monde est tout le temps cool, même les gens qui sont censés être un peu de classe populaire. Et dans Girls, tout comme dans Insecure, Issa Rae, par exemple, dans Insecure, ou Lena Dunham, du coup, dans Girls, c'est censé être des meufs qui vivotent un petit peu et qui galèrent un petit peu. Tu regardes les apparts dans lesquels elles sont, etc. C'est ce qu'elles font dans leur vie, c'est pas réaliste. Nola Darling, c'est pareil. La meuf, c'est censé être une artiste fauchée dans le struggle. Tu vois son appart en plein. C'est dans quel cas? À Fort Green. Ouais. Tu fais, mais je suis désolé, venez dans mon 30 mètres carrés. Je vais vous montrer ce que c'est. Et encore, 30 mètres carrés à Paris, c'est grand. Bref, ça, c'est un truc qui Insecure, m'avait... c'est un peu faux, quand même.
Ouais, Parce franchement. qu'il faut aussi voir comment le personnage évolue. Mm. Et on voit bien que Issa, elle passe déjà, elle vit en couple dans un appartement, c'est un lotissement Ouais. assez classique, c'est pas non plus un truc de fou. Et après, elle galère, elle squatte des chez son colocs, ex, voilà, elle a ouais. des C'est colocs, vrai, etc. ouais, c'est Et vrai. après, quand elle a un appartement, c'est parce qu'elle est gardienne de l'immeuble. Ouais, c'est vrai. Donc il y a c'est quand vrai. même une inclusion qui est faite de la meuf est pas riche, quoi. Ouais. Et elle devient même, à un moment, elle fait lift, Ouais. elle est chauffeur, quoi. Ça, c'est bien. Et c'est bien montré. ça, je trouve que ça montre quand même la galère de. Bah, qu'est-ce que c'est en fait d'habiter à Los Angeles, dans un Los Angeles qui est plutôt noir, qui est en pleine gentrification, et en fait, oui, je galère. Et là où je voulais aussi en venir du coup sur Insecure, c'est que j'ai découvert la série pas très longtemps après Girls et que pour moi ça a été un peu un point de mon retour. C'est-à-dire que déjà que il y a des trucs que j'aimais pas dans Girls, ouais, le côté comme on disait très hipster, très voilà une forme d'entre-soi. Et puis je trouve que Lena Dunham est un personnage relativement antipathique. Enfin les personnages j'avais tous envie à la fin de leur gueuler dessus, de les secouer comme des pruniers parce qu'ils font toujours les mauvais choix, etc. En plus, elles se détestent entre elles. Ouais, C'est elles avaient quoi pas son ces temps à amitiés, bitcher. Enfin, les meufs, arrêtez de vous fréquenter, en fait, au bout d'un moment, quoi. Mais quand en plus j'ai découvert Insecure, qui du coup est une série vraiment ancrée dans la black culture et puis tellement cool, tellement inclusive, tellement dans ce que les Américains ils appellent le zeitgeist, tu sais, l'air du temps, etc. C'était difficile ensuite de revenir dans Girls et de dire non, mais c'est plus possible, en fait, des séries comme ça, quoi. Oui, mais d'une certaine manière, elles se répondent sans non plus se ressembler, parce que ça a été le gros truc de Insecure quand c'est arrivé. Oui, c'est le Girls version noire ou c'est le Ouais. Sex and the City version noire. Ouais. Déjà, je trouve ça plus proche de Sex and the City, parce qu'il y a cette idée de... Voilà, on parle de sexualité, on se pose des questions sur nos relations amoureuses, etc. Mais c'est vraiment aussi cette manière, en fait, de toujours comparer des shows qui sont soit blanc, soit latino, soit noir, sans comprendre qu'il peut y avoir des spécificités qui correspondent à l'environnement de la série. Et je trouve qu'Insecure, en fait, est arrivé au bon moment, parce que c'était la vague, justement, de la Black Renaissance. C'est comme ça qu'ils appellent ce mouvement aux États-Unis, où d'un coup, il y a eu Donald Glover. Les Black Millennials. Oui, les Black Millennials. Il y a eu Insecure. Bon, d'une certaine manière, on va dire racisé millennials, ou Ouais. puis aussi Oui. millennials, Ouais. avec Aziz Ansari, Aziz Ansari. il y avait Rami. Enfin, il y a eu une vague comme ça de shows qui ont décidé en fait de s'intéresser à cette vie de jeunes millennials un peu hipster, un peu perdus, un peu entre deux eaux, mais qui ne sont pas blancs et qui à la fois centrent cette question identitaire et en même temps pas du tout. C'est-à-dire que quand on regarde Insecure, c'est pas vraiment une série sur la question raciale, mais elle traverse l'écriture. Ouais, de c'est une la série, sur le passage à l'âge adulte et la vie sentimentale, dont il s'avère que les personnages sont noirs, C'est ça. mais sans forcément ça normalise en fait Ouais. cette blackness et ça c'est C'est ça, ouais. vraiment très cool. On parlait du coup de féminisme blanc contre féminisme noir, etc. Toi qui, du coup, observe ces questions, il y a à boire et à manger en ce moment. Ces derniers mois, il s'est passé beaucoup de choses. Entre les Grammys, l'interview de Meghan Markle et le prince Harry, etc. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses. Moi, l'actu qui m'a le plus marqué à ce titre-là, dans cette opposition un peu, on va dire, où c'est toujours... les femmes blanches qui ramassent la mise, c'est I May Destroy You, qui est donc la série de Michaela Coel sur un personnage principal du coup qu'elle incarne qui est victime de viol et de la façon du coup dont elle va processer tout ça et donc du coup cette série elle n'a pas été nommée aux Golden Globes à la grande surprise de tous les fans dont Et même des moi-même critiques, parce que les Ouais. critiques étaient dithyrambiques. et des critiques à tel point qu'une autrice de Emily in Paris a dit que c'est pas normal. Déjà, on va parler du coup de tu vois ce que je veux dire, de Emily in Paris contre I May Destroy You, mais déjà juste comme ça au premier degré, t'as pensé quoi de la série? De I May Destroy You, Destroy You. incroyable. Je trouve que c'est une série qui répond à tout. C'est-à-dire, à la fois, elle répond à l'ancrage qu'on peut avoir dans la société, de se dire qu'est-ce que c'est être une femme noire dans un Londres de 2020.
Et ça, je trouve que c'est extrêmement bien montré. C'est une série qui répond aussi aux questions de consentement, culture du viol, qu'est-ce que ça veut dire et comment on l'envisage en fait de manière globale. Et ce que je dis notamment dans le livre, c'est que je trouve que cette série explique bien qu'on est tous agresseurs et tous agressés. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on participe tous à la culture du viol. puissance, Et elle arrive vraiment à le montrer à travers tous les personnages, et même elle, qui est victime de viol, et à un moment un peu Ambigu, gênante ouais. sur certains sujets. Et je trouve que c'est incroyable parce que déjà, c'est à Londres, c'est un peu plus proche de nous. Et il y a cette idée de ne pas centrer, encore une fois, la question raciale, mais de la diffuser. C'est juste normal. C'est un groupe d'amis, il se trouve qu'ils sont tous noirs. Et ça fait partie de leur vie. Mais c'est pas que ça. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça la réalité. Et je trouve que on oublie souvent de parler d'esthétisme quand on essaye d'analyser des séries, des films, etc. Et je trouve que cette série est belle. Ouais. Enfin, il y a des épisodes, la photo est incroyable, hyper bien réalisée, hyper bien écrite. Et c'est aussi ça. C'est comment on fait une série qui est à la fois qualitative, qui répond à la demande des téléspectateurs et à une demande actuelle, et en même temps qui marque. Enfin, j'ai des amis qui n'ont pas pu finir parce que ça leur a rappelé plein de choses. C'est pas pour tout le monde, Ouais, clairement. c'est pas du tout pour tout le monde. TW, quoi. J'ai Ouais. aussi des proches qui ont été... en fait, ça remue parce que d'un coup, on se dit, mais moi aussi, en fait, je fais partie du problème. Et c'est dur, en fait, de dire ça à quelqu'un. Il y a un élément que j'ai découvert il y a quelques jours en recherchant un peu sur I May Destroy You et qui m'a à la fois rempli d'admiration et d'envie, même un peu de jalousie. C'est que donc c'est aux États-Unis c'est HBO, mais à la base c'est la BBC puisque c'est une série britannique. Et elle a pas envoyé de script ou de trucs. Ça a été validé sur des mood boards. En fait, c'est son charisme, ce qu'elle a fait avant, plus des images, de trucs qui l'inspiraient du moment. Chez la BBC, ils ont fait « Ok, vas-y, go, on y va ». En même temps, Michaela Cohen. Ouais, Ouais, c'est mais clair. essaye de faire ça sur France Télévisions. Va moi, sur France Télévisions avec ton mood board. Voilà, en ce Mais moment, moi, je je suis regarde beaucoup personne. de trucs. Voilà, mais Si j'étais Cadmerade, bien sûr que je le ferais. Tu vois. ouais, ben voilà, Si ils ont pas j'étais besoin. Il y a Danny pas Boone. besoin d'être Cadmerade Ouais. ou je sais pas Danny Boone ou peu importe. Bien Tu sûr. vois. Voilà, Ouais. c'est- Et Et en- puis, ce il truc-là. faut noter, elle écrit, Ouais. elle est showrunner, elle réalise quelques épisodes, et surtout, elle a refusé une offre chez Netflix 10 millions, d'un déjà million. 1 million, parce 1 qu'il ne million. voulait pas lui céder un pourcentage par rapport à ses droits. Et c'est important parce que elle ne voulait pas accepter cette proposition, mais surtout, elle ne voulait pas réduire le propos de sa série. Donc, elle ne voulait pas qu'on minimise la drogue, la sexualité, mais même la violence, en fait, Ouais. que c'est d'être dans un trauma. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que la BBC et HBO est entré par la suite dans les négociations. Ils ont vraiment respecté ça. Et ça n'aurait pas pu être autrement que sur ces chaînes. Et j'avais fait une blague en disant, mais si ça avait été sur Netflix, je ne suis pas sûre qu'on aurait eu la même qualité ou il y aurait eu une charte graphique C'est évident. différente. Quoi. C'est évident. Ouais. C'est évident. Et du coup, donc l'histoire, c'est que les Golden Globes, qui sont un peu l'équivalent des Grammy Awards, mais des séries, les derniers Golden Globes, du coup, Enfin, des n'ont- films. Des films et il y a une Oui. partie série. Oui, excuse-moi. Ils n'ont pas nommé du coup I May Destroy You dans leur catégorie. Et la série du coup qui a gagné dans la catégorie, je sais plus c'est quoi le nom de la catégorie dans laquelle I May Destroy You aurait dû / pu être nommée, mais en gros finalement c'est une autre série, Emily in Paris, qui a été nommée et couronnée. Ouais, Donc c'est ça. Emily in Paris, qui est une série écrite du coup par le créateur d'ailleurs, qui est un homme blanc et gay, il me semble, Oui. de Sex and the City. Ouais. Et qui du coup a remporté la palme, et c'est une série qui est diamétralement opposée à I May Destroy You, qui est ancrée dans une forme de réalisme, de naturalisme, qui est ancrée aussi dans l'air du temps, qui parle de trucs
pas très très drôle. En plus, la série, elle est partiellement autobiographique pour Michaela Coel, donc c'est une œuvre très très forte. Et à côté, on a Emily in Paris, qui est quoi? Je saurais pas par où commencer pour Emily in Paris, c'est-à-dire que il y a des raconte-nous un peu, raisons. c'est quoi? C'est C'est quoi Emily qui vient de Chicago, qui travaille dans je sais pas la mode, le luxe, et qui est transférée quelque temps à Paris et qui arrive un peu, tu sais, toujours ce truc de changer d'environnement et qui se découvre, Et etc. c'est Et un en fait, équivalent de Amélie Poulain, totalement non, cliché sur Paris, quoi. Parce que c'est pire qu'Amélie Poulain, mais en même temps, il y a des choses qui ont énervé les Français dans Emily in Paris qui sont un peu vraies. C'est-à-dire que une Américaine jeune qui arrive avec cette espèce d'énergie « Hey, how you guys doing ?» qui arrive dans une entreprise française le matin à 10h, on fait « Calme-toi ». Et donc ça c'est vrai. Ça, je pense que c'est vrai. Après, le pari qu'il montre est un pari hyper blanc et un pari pré-hip-hop. Tu vois, tellement. C'est vraiment un espèce de truc aseptisé de blanc qui écouterait que de la variété. En fait, tu vois, c'est Ouais. le bon vieux Paris avant que. Et donc, cette série-là a eu beaucoup plus de reconnaissance donc, de l'académie, en quelque sorte, que I May Destroy You, qui n'a même pas été nommé. sur le fond, sur le style, est beaucoup, beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus fort que. Et j'ai du mal à pas y voir. Alors après, peut-être que là, je suis en train de faire une Cardi B Nicki Minaj, tu vois, mais j'ai du mal à ne pas y voir finalement la validation d'un féminisme ou du moins d'une série féminine au détriment d'une autre. Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, il faut remettre un peu de contexte dans le sens où I May Destroy You ne concourait pas dans la même catégorie que Emily in Paris. D'accord, je me suis Et gouré déjà là-dessus. finalement, il aurait fallu comparer Insecure, dont la saison 4 était incroyable, à Emily in Paris qui concourait dans la catégorie comédie. Et I May Destroy You, c'était plus drama. Ouais, Mais la comparaison des deux, c'était plus pour dire que l'absence de l'un n'était pas normale, contrairement à la... Voilà, c'est ça. La présence et la Et victoire. voilà, parce que Emily in Paris n'a pas gagné, finalement. Mais Ah, en mais tout cas, j'avais tout faux, en fait. en tout cas, était nommé plusieurs fois en plus. Et on a appris que les Golden Globes étaient dans des histoires en plus de pots de vin, etc. Parce qu'ils ont été... Enfin, une partie du jury a été invitée à Paris. Ouais. Et ça, c'est hyper grave parce que... Et je crois qu'il y en a plein qui n'ont pas regardé I May Destroy You. Donc, c'est un vrai problème. Et la question de ça, c'est qu'il y a eu une grosse conversation, notamment aux États-Unis, mais même en France, faut arrêter d'attendre la validation des Golden Globes, des Oscars, de toutes ces cérémonies. Et ça, c'est vrai. Je pense que Michaela... Alors moi je dis Cole, toi tu dis Coel, mais Je sais pas c'est quoi le bon, hein, j'ai pas de... Enfin, elle a rien dit sur le sujet et je pense qu'elle a pas besoin de la validation des Golden Globes pour savoir qu'elle a fait un super travail. Elle a été mais surplébiscitée de tous les côtés. Ça faisait partie des meilleures séries de l'année dans tous les classements. Mais les gens, il faut vraiment qu'ils comprennent que ce n'est pas une affaire de validation, c'est une affaire d'argent. C'est-à-dire que quand on est nommé dans une cérémonie ou qu'on gagne un prix, pour les prochains projets, ça facilite. Mais ça fait un appel d'air, quoi. C'est une porte d'entrée pour... j'ai envie d'écrire sur la pluie. Ok, t'as été nommé aux Golden Globes, aux Oscars ou ce que tu veux, bah... Vas-y, je signe le chèque. Et c'est ça qui est important. Ce que tu dis, j'entendais des professionnels, tu vois, dans un podcast américain, The Watch, parler de ça, en disant que gagner ou être nommé, ça permet après d'aller négocier mieux, etc. Ils disaient pour tout, sauf pour Michaela Coel. En disant que son truc a été tellement plébiscité que même si elle gagne rien, tout le monde sait très bien que demain elle veut faire un truc, c'est bon. Oui, ça bon. c'est vrai. Je pense, oui. Ouais. Ça, je pense que c'est totalement vrai, mais ça... En fait, ça dit quand même quelque chose de cette industrie. Et j'avais écrit un bout sur Instagram en disant que, en fait, une fois qu'on arrive au bout du processus de se dire c'est bon, on a enfin des shows qui sont hyper bien réalisés, qui nous ressemblent, qui parlent de notre vie et qui ont un impact fort, et ben en fait, il y a encore un autre combat derrière. C'est de démanteler tout le game qu'il y a derrière. Et ça, c'est un peu la question qu'on aura les prochaines années, c'est de savoir qui est derrière, qui fait les prix, qui donne l'argent, qui sont les producteurs. Et même si Michaela Coel, elle n'aura pas besoin d'être nommée à tel prix pour avoir de l'argent, ça reste quand même aussi une reconnaissance. Enfin, il faut arrêter de mentir. On a fait un taf.
t'as envie aussi qu'on reconnaisse ton travail, quoi. Surtout si c'est pour faire gagner. Enfin, j'ai bien compris que je m'étais emmêlé les pinceaux sur Emily in Paris, c'est que de toute façon, elles n'auraient pas été l'une contre l'autre. Oui. Mais si on donne des récompenses, quelles qu'elles soient, à une série qui franchement relève un peu du soap et du plaisir coupable comme Emily in Paris, c'est pas normal de pas reconnaître la meilleure série 2020 selon 2021. 2020. 2020-2021. Bref, la saison 2020-2021 qui est I May Destroy You. Moi, je me rappelle, j'ai eu un échange sur Twitter parce qu'en gros, je me suis indigné quand j'ai vu qu'I May Destroy You n'était pas nommé. Et il y a des gens qui ont dit écoutez, de toute façon ça devrait être le talent qui devrait primer, hein. C'est pas parce que Michaela Cole elle est noire que tout de suite pour faire plaisir aux minorités il aurait fallu qu'elle soit nommée, hein. Ça doit être le talent avant tout. Mais c'est exactement ce que je dis en fait. Je suis justement en train de dire que c'est parce que c'est la meilleure série, pas juste la meilleure série noire, la meilleure série qu'elle aurait dû être nommée. Donc bref, ça montre aussi que les gens comprennent pas forcément bien le débat autour de ça en France. Et les enjeux, et aussi pour répondre à ta question sur le féminisme blanc vs féminisme noir, c'est, même si c'est pas forcément deux séries qui se présentent comme telles, il y a de ça. C'est-à-dire qu'on sera toujours prêt à valider une meuf riche qui est là, qui débarque dans un Paris hyper blanc, qu'une meuf noire qui est dans un Londres pareil, qu'on n'a jamais vu. D'une certaine manière, c'est un peu comme Insecure, c'est un type de Londres qu'on voit pas beaucoup. Skin, c'était pas à Londres, c'était à Bristol, mais c'est d'autres types en fait d'Angleterre qu'on nous a montré aussi. Bien sûr. Et du coup, c'est symboliquement, c'est ça. C'est un peu féminisme noir versus féminisme blanc. J'ai été très agressé par les gens qui disaient Emily in Paris, c'est pas possible. Vous avez vu où elle habite. Mais c'est quoi ce truc? J'ai habité pendant 10 ans dans la rue d'Emily in Paris, je tiens à le dire. Mais justement, sur ces trucs d'image de la parisienne, tu l'abordes bien dans le bouquin. Tu reviens là-dessus, sur comment on a un peu fabriqué artificiellement et comment c'est un poids, en fait, pour beaucoup de femmes, cette image de ce que c'est une parisienne. Pourquoi aujourd'hui Aya Nakamura incarne mieux la parisienne qu'Inès de la Fressange ou Charlotte Gainsbourg? Parce qu'elle est un mélange de plein d'univers, à la fois de banlieue, d'intramuros, d'être une femme noire et en même temps d'être jeune, de faire de la musique qui mélange des influences hip-hop, compas, même dancehall d'une certaine manière. Et en fait, c'est comme si elle était le fruit de tout un parterre d'influences et de mélanges qui représentent la société d'aujourd'hui, qui représente la jeunesse d'aujourd'hui. Et donc, d'une certaine manière, la musique qu'elle fait, c'est la musique la plus pop qu'il soit. Et quand on dit, oui, elle fait du hip-hop, blablabla, oui, il y a des influences, mais c'est de la musique pop. Elle fait danser les foules, c'est des hits partout. C'est littéralement la définition d'une musique pop. On a eu la même discussion il y a un an, quand on a reçu Loose and the Yakuza. Le vinyle est juste là, et on se demandait, à ton avis, où est-ce qu'on va te classer, et c'était une discussion intéressante parce que selon le pays finalement où tu te trouves, elle avait une réponse, selon que tu sois en France, en Belgique, aux États-Unis, elle disait je pense qu'on va me classer dans des bacs différents, et en plus c'est une femme noire, donc ça rentre aussi en compte. Il y a un autre aspect du livre que j'aime bien. Tu parles notamment du documentaire Framing Britney Spears, donc qui est un documentaire qui revient sur la situation de la chanteuse Britney Spears, qui en gros depuis des années maintenant est dans une forme de régime de tutelle légale qui fait qu'en fait elle doit passer par des avocats qui sont eux-mêmes plus ou moins pilotés par son daron, c'est ça, qui fait qu'elle n'est pas libre de dépenser son propre argent, d'aller où elle veut, etc. Et c'est un documentaire super intéressant. Et tu développes cette idée selon laquelle on est en train de vivre une sorte de gueule de bois, d'épiphanie, où on se rend compte en fait que toute la culture pop des années 2000, et on peut même pousser jusqu'à 2010 peut-être, féminine je veux dire, la culture pop féminine est un peu problématique finalement. Ouais, je sais pas si c'est la culture pop qui est problématique ou la réception qu'on en fait. Un peu des deux peut-être. Ouais, un peu des deux, mais par exemple, je le compare bien à Beyoncé. La manière dont on l'a traitée, finalement, pendant ces années majeures où elle s'est revendiquée comme féministe, en fait, c'est aussi comment on a traité Britney Spears pour d'autres raisons. Pour des raisons encore plus sexistes, enfin, en tout cas sexistes différemment sur la virginité femme-enfant, où on l'a vraiment maltraitée de tous les côtés. Et d'une certaine manière, ce que Beyoncé a vécu et le traitement
et médiatique et critique de son album et de cette ère de Beyoncé est problématique. C'est-à-dire que là, il faut se poser des questions aujourd'hui, et peut-être que dans 5 ans, il y a des médias qui vont s'excuser ou qui vont se rendre compte qu'on est passé à autre chose. Mais Beyoncé a été victime de misogynoire de manière assez décomplexée. Et aussi dans des médias européens, dont français. Complètement. On se rend compte en fait que toute notre enfance et notre adolescence sont pourries. Enfin, pas pourries, mais qu'en fait, il y avait plein de trucs qu'on nous nourrissait et qu'en plus, à l'époque, on considérait comme des grosses avancées. Genre, par exemple, tu parles de Sex and the City, qui est quand même une série majeure des années 2000 sur l'émancipation féminine. On voyait plein de trucs. On voyait des meufs faire plein de trucs qu'on les voyait jamais d'habitude faire à l'écran. Et rétrospectivement, on se dit... Ouais, en fait, c'était chaud. Est-ce que tu as des exemples un peu concrets de trucs, par exemple, que toi, perso, tu t'es rendu compte récemment que ça allait pas, en fait, d'un point de vue féministe, tu vois, sur des références qu'on avait quand on était plus jeune? Bah, il y a toute cette vague de séries pour ados des années Tu parles 2000. de Buffy contre les vampires, notamment. Bah, Buffy, moi, je trouve que c'est une super série et qu'elle a vraiment eu un impact dans la pop culture, et c'est une série extrêmement importante. Après, il y a toujours des questions qu'on peut se poser sur le manque de diversité, des discours aussi de comment on présente la femme forte. Voilà, une femme forte qui se bat contre l'humanité, qui doit sauver le monde, etc. Et ça aussi, c'est des modèles en fait qu'on nous a présentés et qu'on pensait comme émancipateurs. Et on disait, mais c'est un truc de fou, enfin des héroïnes qui se battent, qui Comme les sont fortes, Spice Girls etc. aussi, c'est Mais moins oui, récent, mais les ouais, Spice Girls, le Girl complètement, Power, et on se ouais. rend compte qu'en fait, c'est une construction C'est par ça. des hommes. Et quand tu parles de Sex and the City, aujourd'hui, quand je regarde la série, je la trouve encore très très bien, et elle est moins problématique que plein d'autres séries, même comme Girls, qui est beaucoup plus récente. Mais il y a toujours cette question de l'hétéronormativité, où c'est quand même beaucoup toujours plaire aux mecs. La sexualité, il faut avoir plein d'orgasmes, c'est quand même très blanc. Il y a Friends aussi, vous avez fait un épisode sur ça, et il faut vraiment que les gens comprennent, on a le droit en fait de remettre en question ces séries. Ça veut pas dire que tu peux pas kiffer. C'est quoi du coup l'intérêt? Parce qu'il y a des gens qui vont te répondre ça, qui vont te répondre, c'est quoi l'intérêt de repenser, de re-regarder ces séries rétrospectivement, et du coup de plaquer notre lecture de 2021 sur des séries de l'époque, tu vois. L'intérêt déjà, c'est de voir comment on a évolué, où on en est, qu'est-ce qui reste à faire, et surtout que les gens aient un contexte. Parce que si vous regardez Friends et que par exemple vous ne connaissez pas l'histoire de Living Single, donc le podcast que tu avais fait, en fait tu n'as pas tous les éléments. Donc l'idée, c'est pas de dire t'as plus le droit d'aimer Friends, c'est bon, elle est annulée la série, mais c'est plus de dire il faut que vous compreniez que Friends est arrivé dans un contexte très particulier où plein de séries afro-américaines où il y avait des castings quasiment 100% noirs ont été supprimés, et on fait place en fait à un pléthore de séries, Dawson, Friends, Our Mate, il y a eu énormément, il y a eu Newport Beach, etc. Et que ça s'explique, c'est-à-dire que l'économie s'explique, le contexte social s'explique. Gentrification des télévisions américaines dans les fin des années 90. Et du coup, c'est bien de regarder une série avec juste du divertissement et prendre du plaisir, mais c'est bien aussi de comprendre un peu le contexte et de se dire pourquoi, en fait, ce que vous aimez, ce que vous consommez, a un impact sur les décisionnaires. Comment eux, ensuite, ils vont réfléchir à ce qui va arriver dans les prochaines années. Et j'avais lu un super truc sur arrêter de donner de la force à Emily in Paris, parce que c'est de votre faute. C'est nous qui avons fait ça. Et en vrai, j'ai kiffé Emily in Paris, parce que c'est nul, mais t'as quand même envie de regarder. Maintenant, on va parler du bif entre toi et le chip. Non, mais on va parler de Shondaland. J'ai pensé à toi récemment. Il y a eu un mouvement anti-racisme,
un mouvement contre le racisme anti-asiatique aux États-Unis, parce qu'il y a eu des attaques, des fusillades à Atlanta il y a quelques temps, et dont beaucoup de femmes asiatiques ont été victimes. Du coup, ça a lancé de nombreuses manifestations et un hashtag Stop Asian Hate. Et il y a une actrice que tu connais et que tu aimes beaucoup qui s'appelle Sandra Oh, donc une américaine d'origine coréenne qui du coup s'est exprimée lors de ces manifestations. Avant du coup qu'on commence à critiquer Shondaland et que Kevin sorte la grosse artillerie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton amour pour Sandra Oh, à qui tu consacres quand même pas mal de pages dans le livre? Oui. Pourquoi elle est aussi inspirante pour toi? Alors, je trouve que déjà, c'est une actrice formidable. Et c'est aussi l'exemple de comment on mêle art et politique et société. C'est-à-dire qu'elle a quand même une manière en fait, d'envisager ses rôles qui vont plus loin que juste j'ai envie d'avoir un boulot. Elle a envie de pouvoir placer qui elle est, son identité de femme asiatique, dans ce qu'elle présente. Et donc, c'est important aussi que les acteurs et les actrices, et notamment en France, parce que je trouve que c'est une question qui n'est pas souvent abordée, c'est qu'on critique souvent les projets, la finalité d'un film ou d'une série, mais on ne remet jamais en question pourquoi ces acteurs et ces actrices les choisissent. Et donc, on ne parle pas d'acteurs ou d'actrices débutants. On parle de gens qui ont quand même une filmographie derrière eux, qui sont connus et qui peuvent avoir un impact sur le rôle qu'ils vont jouer. Et je trouve ça hyper intéressant, la manière dont elle a travaillé avec Shonda Rhimes, parce que Shonda Rhimes, c'est son personnage préféré. Et clairement, même si elle ne le dit pas comme ça, je pense que c'est son actrice préférée, en tout cas de Grey's Anatomy. Et je trouve qu'il y a vraiment eu cette relation qu'on devrait plus avoir entre créateurs et acteurs, entre comment en fait je n'ai pas envie de te mettre dans une case, de te réduire, de mettre ton identité dans le placard et je veux juste que tu joues bien. Non, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de ne pas te mettre dans des stéréotypes, de ne pas t'enfermer dans des clichés. Et en fait, ça se voit. C'est-à-dire que là, on a quand même... moi, je dis que c'est le meilleur personnage féminin de l'histoire des séries. Voilà, clairement. Parce que je trouve qu'il y a vraiment une constance et un respect qui est fait de ce personnage et de féminité qui n'est pas stéréotypée et qui n'est pas fait pour le regard de l'homme. Et c'est hyper rare. Même dans les rôles importants de ces 20 dernières années, de personnages féminins qu'on adore et dont on dit qu'ils ont eu un impact sur nous, il y a toujours un biais. Si on analyse, il y aura toujours quelque chose à redire. Le travail de Sandra Oh, moi j'ai jamais regardé Grey's Anatomy, le travail de Sandra Oh, j'ai découvert récemment dans Killing Eve de Phoebe Waller-Bridge. Et en fait, ce qui est étrange, c'est que j'ai jamais regardé Grey's Anatomy, et pourtant je connaissais Sandra Oh parce qu'elle a un visage, elle est très juste charismatique de gueule en fait, t'as envie de le dire. Mais dans un épisode précédent du Chip, et c'est ça le bif dont François parlait, on exposait chacun nos unpopular opinions, nos opinions impopulaires. Et donc Mélanie, elle disait que oui, elle comprenait l'importance de Shonda Rhimes, mais qu'elle n'arrivait pas à valider son travail. Depuis, Shonda Rhimes a signé un énorme deal avec Netflix. Le Shondaland continue à s'étendre. Et donc, il y a ce show Bridgerton qu'elle ne réalise pas, qu'elle produit, qui a eu, pareil, une bonne réception. J'ai voulu aimer, j'ai essayé d'aimer, j'ai regardé le premier épisode et je me suis endormi. C'est pas pour moi. Downton Abbey, mais... Qu'est-ce que je rate? Qu'est-ce que je comprends pas, en fait. Bridgerton, j'ai pas aimé. Okay. Et je pense qu'il faut vraiment comprendre, encore une fois, que ce n'est pas sa série. Ouais. Et ça, ça me tuait de voir des analyses qui commençaient par la nouvelle série de Shonda Rhimes. Non. C'est-à-dire on s'attend aussi à une sorte de validation et de tampon. Ça se passe pas toujours comme ça. Ouais. C'est-à-dire que parfois, quand on est producteur, on peut avoir une mainmise sur le projet et parfois non. Donc lui, Chris Van Dusen, je crois que c'est son nom, il faudra revérifier. Le showrunner est celui qui a créé Bridgerton. Il a écrit pour Grey's Anatomy, donc d'une certaine manière, c'est son poulain et je pense qu'il a la color blindness de la série
il peut l'avoir eu Ouais. de cette expérience-là. Mais en fait, Shonda Rhimes, c'est une productrice. Donc, quand on est producteur, c'est l'argent qu'on met. Ouais. Et on a envie que sa série marche. On a envie que la série rapporte beaucoup d'argent. Donc, forcément, elle en a fait de la pub. Forcément, si les ficelles du succès sont présentes, t'es content en tant que producteur. Mais ça ne veut pas dire que tu as un parti pris sur le déroulement de la série. Donc sur ça, l'artistique, c'est hyper important parce que j'ai vraiment lu des choses sur ça, sur aussi le Black Love, sur le fait qu'elle fétichisait les couples mixtes. Donc je ne savais même pas qu'on pouvait fétichiser les couples mixtes, mais je l'ai appris. Bah, si, quand même. T'as entendu parler de la France? Non, mais en rajoute fait, j'arrive pas à... ça me paraît tellement fou de fétichiser les couples mixtes que du coup, c'est pas un concept que je connais. Mais c'est plus que c'est pour ça que je disais au début qu'il faut comprendre le contexte et les coulisses aussi d'une série ou d'un film. C'est que quand elle a commencé en 2005, c'est l'une des premières scénaristes noires qui se présente en fait pour une série qui va être diffusée sur ABC. C'est l'équivalent de TF1. On parle pas de HBO, on parle pas de Showtime, on parle pas de chaînes câblées, etc. C'est TF1. Donc là, c'est comme si y avait une scénariste, réalisatrice ou productrice noire qui impose une série sur TF1. Et en fait, elle est personne. On la connaît de nulle part. Tu as fait un projet dans ta vie. Donc, il y a des règles en fait à contourner pour faire ce que tu veux. Ouais. Et du coup, d'une certaine manière, alors dans ces séries, il n'y a pas que des couples mixtes. Il y a aussi, mais il faut regarder les séries pour comprendre. Il y a des couples de personnes noires. Il y a des couples qui ont les mêmes origines. C'est un mélange. Ouais. Mais elle, dès le départ, elle a vraiment dit qu'elle voulait normaliser la télévision. Ouais, et pas apporter de la diversité, mais normaliser. C'est ça. Ouais. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que dans la vie, il se trouve qu'il peut y avoir des couples mixtes. Et si on veut normaliser ce qui se passe dans une réalité, ça se transpose aussi. Et c'est aussi une manière de contourner l'idée que les décisionnaires des chaînes vont dire non mais là, il y a trop de noirs, il y a trop de latinos, il y a trop d'asiatiques. Donc, faire un peu de mélange, c'est aussi une règle en fait pour pas froisser ou pour arriver en fait petit à petit. Et donc, c'est tout un fonctionnement qui se met en place pour arriver sur le devant de la scène. Quoi. La question, elle peut paraître un peu bateau, mais on l'a jamais posée en fait en tant que telle dans le chip. Donc je vais te la poser maintenant. En quoi c'est important, selon toi, de se voir soi-même à l'écran en fait ? Alors, en tant que personne, en tant que femme, ou en tant que personne racisée. Je trouve que c'est important dans la construction de soi. Donc notamment quand on est jeune. La manière dont on va se construire aura... ce qu'on va voir à l'écran aura une influence sur la manière dont on va se construire. Donc, est-ce qu'on voit des personnages noirs qui sont heureux ou non ? Est-ce qu'on voit des personnages noirs qui sont valorisés ou non ? Est-ce que ce sont eux qui se font tuer ? Est-ce qu'ils sont toujours médiocres ? Est-ce qu'ils sont toujours méchants ? Etc., etc. Et du coup, quand on est enfant... on y croit. On grandit en fait avec l'idée que je peux pas vraiment être aimée parce que à chaque fois que je vois quelqu'un à la télé, j'ai toujours l'impression que c'est la personne la plus médiocre et la moins aimée. Et ça, c'est hyper important dans cette construction. Après, il y a aussi l'idée de comme les interactions qu'on a avec les sujets de société de manière plus globale. La sexualité, le rapport au corps, la santé mentale, le physique, tout ça, en fait, ça compte dans notre construction. Et donc, quand on arrive à un certain âge, on se dit, je sais pas, moi, j'aime pas mes cheveux, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Parce que justement, les personnages, c'est beaucoup plus impactant que des chanteurs ou des sportifs. Et j'ai beaucoup parlé à des amis qui me disaient « Mais moi, j'ai eu de la représentation, les sportifs, les chanteurs, etc. » Mais eux, c'est leur place. C'est-à-dire que la seule place qu'on autorise aux minorités, c'est ça. Vous êtes bon en sport, donc allez-y. C'est pour ça que Kevin dit que
soit tu dis qu'il y a que le rap qui te rend fier en France, le rap et Le rap et le quoi. foot. Ouais, bah D'accord. oui. Et c'est les deux trucs où la France est bonne. Après, le reste, c'est médiocre. Comme par hasard. Et c'est là qu'on autorise en Ouais. fait les Noirs, en tout cas les minorités, dans ces secteurs. Donc dire qu'on a été représenté par une chanteuse noire, c'est très très bien et c'est important. Mais il faut comprendre que c'est limite le seul endroit en fait qu'on va leur autoriser justement à avoir cette place. Alors que les personnages de série, ce qui est intéressant, c'est que ils deviennent nos amis. Enfin, c'est comme si c'était des personnes qui nous parlaient, qui nous accompagnent. Et donc voir ces personnages-là depuis l'enfance, depuis l'adolescence, bah, ça a un impact, c'est sûr. Après, j'ai vraiment envie de mettre un bémol, c'est qu'on a souvent entendu la représentation compte, c'était le gros truc des années 2010. Ça compte, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est plus un outil, un moyen. Et c'est presque devenu une forme de fonds de commerce. Alors, j'ai eu le plaisir d'être cité du coup dans ton livre au moment où tu parles de Sex Education, la série de Netflix qui se passe, vous savez, en Angleterre, dans une espèce de grand lycée avec ce personnage dont la mère, qui est incarnée par Gillian Anderson, est une sexologue, tout simplement. J'avais fait un thread Twitter, en gros, pour rappeler le contexte, j'avais fait un thread Twitter où je disais que cette série qu'elle est sympa, on va dire, mais qu'elle me sort par les yeux, parce que tout ce casting de personnages racisés et ou queer, LGBT, ils sont tous mis en scène, mais à aucun moment, en fait, le fait que ces personnages-là soient racisés n'est inclus dans leur storyline. Et du coup, j'avais reçu plein de réponses du style « Ah ouais, alors les Noirs, quand vous n'avez pas de Noirs dans les séries, vous n'êtes pas content. Et quand il y en a trop, parce que tu te plains que la série, elle se passe à la campagne et qu'au Noir, et que d'habitude, dans la campagne, il n'y a pas de Noirs. Donc quand il y en a trop, t'es pas content non plus. Qu'est-ce que tu veux ?» Ou alors, quelqu'un me disait « Ouais, en fait, tu veux que... » Donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'agression raciste dans une série parce qu'un personnage est noir, ça veut dire que ça compte pas. Et je disais non, en fait, je dis pas que je veux que du trauma ou des choses comme ça. Je dis que la représentation, mais sans ancrage finalement politique derrière, ça n'est pas de la représentation, ça n'est pas de l'inclusion en fait. Ça n'est que de la représentation. Et donc, du coup, tu parlais de ça dans le livre. Je crois que tu avais une position un peu différente de la mienne, du coup, sur Sex Education, je crois. En fait, Sex Education, c'est avant tout une série sur la sexualité. Ouais. Donc l'éducation sexuelle, comme le titre Ouais, l'indique. Je disais que le fait d'être racisé, ça compte aussi dans ta Oui, sexualité, complètement. quoi. Il y a des personnages pour qui ça compte et c'est montré quand même. Mais moi, je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait, tu as l'impression que c'est un festival de tout. En fait, de diversité avec un S, et les sexualités et la race et tout. Et que tout ça passe très très vite et qu'il y a des personnages, en fait, on aimerait en savoir plus. On aimerait qu'ils se concentrent beaucoup plus sur eux, et ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que je t'ai cité, parce que je trouve que c'était hyper intéressant en fait, de voir que c'est un fonctionnement aussi qui revient souvent dans les séries récentes, et pas que Netflix, il y a aussi d'autres séries qui le font, où il y a un peu cette idée on fait un bingo, on met tout ce qu'il y a, voilà, je suis allée sur Twitter, j'ai regardé ce qu'il y avait, et j'ai mis tous les mots-clés dans la série, et ça se voit, en fait, ça se voit parce que on sent que c'est pas approfondi. Attends, quand tu dis le bingo, etc., est-ce que tu parles de, genre, des fameuses séries algorithmes de Ouais, Netflix? c'est ça. C'est ça. Et puis il y a cette idée aussi de. Moi, je parle de visibilisation, c'est-à-dire de visibilisation vs la représentativité. Et donc la visibilisation, c'est montrer, oui, voilà, il y a un noir à l'écran. Et la représentativité, c'est de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il aime, pourquoi il est là. Est-ce que sa présence est nécessaire et apporte à l'intrigue? Si c'est pas le cas, c'est de la visibilisation, comme une pub Benetton. Exactement, voilà. Comme une pub Benetton. Moi, j'ai l'impression que, par exemple, je prends le personnage il s'appelle Eric, le meilleur ami du héros, donc qui est un garçon qui est gay et qui est d'origine nigériane, je pense, dans la série. En plus, famille très, très... à la fois tradie mais ouverte. Ouais. Parce que le papa soutient, tu vois. Ouais, voilà, enfin à la fois ouverte mais tradie, moi je dirais, tu vois, plutôt dans l'autre sens. Pour moi, il y a pas une timeline, si tu veux, il n'y a pas un univers dans lequel un garçon qui vient de ce background culturel-là, ça va pas avoir une
une influence sur la façon dont il gère et dont il assume sa sexualité. Déjà, moi, je suis un homme cisgenre hétéro, mais juste noir, et je sais très bien que ça a influé sur la façon dont je me suis construit sexuellement. Mais alors lui, dans ce contexte-là, c'est pas normal pour moi qu'il n'ait pas intégré ces dynamiques-là à l'écriture. Et du coup, j'ai l'impression de voir des personnes racisées, mais uniquement utilisées comme des faire-valoir diversité, et qui sont totalement vidées de leur substance. Et je trouve que c'est d'une violence inouïe, quoi. Alors lui, c'est quand même intégré, parce qu'il y a quand même Un toute petit cette peu question de autour l'Église. de l'Église, et puis de est-ce qu'il dit pas, comment ça se passe. Et j'ai un copain qui a cette histoire, et il m'a dit que lui, ça lui avait fait énormément de bien, parce que c'est un homme noir gay dont les parents accepte, et dont il a une relation hyper proche avec son père noir, et que ça l'a fait du bien de voir ce type d'intrigue, parce que les gens ils pensent que c'est faux, et que c'est Tu bien. ramènes la honte sur notre village et notre dégage de ça, c'est pas forcément. Oui, voilà, sans c'est fond, ça. ouais. Et c'est bien aussi de montrer un peu de positivité. Le problème, c'est que en fait, Eric est plus intéressant qu'Otis. C'est Oui, plus ça l'histoire. Oui, c'est que le C'est-à-dire, personnage. Ça aurait dû être lui, le héros. Oui, mais voilà, c'est ça en fait. Bien C'est sûr. montrez-nous une série avec Eric en personnage principal. Et Otis, on ne sait pas qui t'es en second plan. Alors que là, c'est un peu le contraire. Ça devient encore son magical negro, C'est quoi. ça. Mais souvent, les séries de ce type ont le même fonctionnement. C'est les personnages secondaires sont presque plus importants que le héros, qui est un peu un prétexte. C'est Une le sorte prétexte de la série. d'acteur, Ouais, voilà. Même entre blancs. Même Oui, entre ah blancs, oui, tu prends How I Met Your Mother, complètement. le moins intéressant c'est Ted Mosby. C'est ça. Donc ouais, C'est ouais. ça. Totalement. Mais ça pose quand même question des outils en fait qui sont utilisés et qui sont une affaire d'argent. Et ça, il faut quand même le remettre au centre. C'est que il y a des producteurs ou des chaînes, ils font pas ça pour changer le monde. C'est parce que ça rapporte de l'argent, C'est pas parce que les- les c'est pas jeunes les sont la philanthropes. démographie qu'il faut intéresser, et eux, ils s'en rendent pas forcément compte. Eux, ils Ouais. sont très contents parce que d'une certaine manière, c'est leur vie Oui. aussi, et qui se disent c'est trop cool de voir ma vie, mais ils voient pas en fait les ressorts. Et puis ça reste une forme d'avancée, parce qu'il y a des gens qui vont dire, par exemple, qui m'ont dit par rapport à Sex Education, de quoi tu te plains par rapport aux années 2000 ou 90, on a fait un grand pas en avant. Et c'est vrai que du coup on a tendance en fait, à chaque fois que je pointe du doigt les limites de la représentation, je me rends compte que j'ai l'air de cracher dans la soupe, alors que c'est pas du tout le cas. Mais Et il faut la critiquer. Et Ouais, justement, ouais. ce qui est Tu parles de féminisme washing aussi, mais qui est une autre limite de la complètement, représentation en plus dans ton complètement. livre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, là, en ce moment, ils sont vraiment en train de remettre en question les questions de représentation. Mais pourquoi ? Parce qu'ils en ont eu. Et nous, c'est une conversation Qu'on va trop tôt. mais Qu'on peut même pas avoir. qu'on peut même pas avoir, parce que il n'y en a pas énormément. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, Inch'Allah, peut-être qu'on va dire mais on en a marre. Vous croyez que ça va changer le monde d'être représenté ? C'est pas ça l'histoire. Et c'est aux États-Unis, il y a des conversations très très violentes entre militants, entre personnes actives sur le sujet, qui s'embrouillent en disant mais arrêtez avec vos histoires de représentation, nous on continue à se faire tuer, etc. Mais de l'autre côté, et c'est une conversation que je vais bientôt avoir avec Grace et une autre personne spécialisée sur la représentation des personnages asiatiques dans la pop culture. En fait, lors de la tuerie d'Atlanta, il y a quand même plein d'activistes d'origine asiatique qui ont mis en avant le fait que ce n'est pas arrivé pour rien. C'est-à-dire, c'est pas qu'une affaire de suprémacisme blanc. En fait, tout est intégré. C'est-à-dire que même la culture devient un vecteur de suprématie blanche, d'une certaine manière. Bien sûr. Et que tous les stéréotypes, tous les trucs que vous voyez qu'on intègre, ça contribue à la manière dont on va voir les autres. Donc à un moment donné, quand tu as vu que des femmes asiatiques dociles, fétichisées, réduites au silence dans les programmes que tu regardes, en fait, ça te nourrit. Ça nourrit ton racisme qui est déjà présent, mais ça te nourrit encore plus. Et du coup, on dénonce la question de la représentation, mais quand il arrive quelque chose comme ça, on se dit qu'en fait, c'est à cause aussi de ces représentations malveillantes
qu'on peut en arriver ça joue à tuer des gens. Ça fait quoi. un système, comme tu dis, de vases communicants ou de cercles vicieux où tu as une réalité qui est déjà présente et qui est renforcée par les stéréotypes. Et du coup, C'est ça. En fait, c'est un jeu de ping-pong permanent. Ça fait ouais. un truc de spirale. Ouais, complètement. Pour sortir un peu de la pop culture, mais pour continuer sur ces questions du coup de représentation, et puis aussi notamment de féminisme noir, féminisme blanc, on a pensé notamment au documentaire donc, sur les femmes journalistes dans le sport, qui est sorti, qui s'appelle donc Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, par Marie Portolano, et qui a fait beaucoup de bruit. Parce qu'en gros, ce sont des femmes qui prennent la parole contre le sexisme et la misogynie dans le journalisme. Et c'est un sujet super important. Toi, t'es une femme, t'es journaliste, donc j'imagine que ça t'a aussi fait apparaître des petites ampoules au-dessus de la tête. Mais il y a une journaliste, notamment, qui s'appelle Siani Dalmat, qui a pris la parole pour dire quelque chose d'assez intéressant. Ouais, en gros, elle dit que le travail fait par Marie Portolano est remarquable, mais que voilà, il y a encore une fois, zéro diversité, qu'encore une fois, on donne la parole à certaines femmes sur ces questions-là. Elle comprend bien que le parti pris était de faire parler des femmes de télévision, et il se trouve que ce sont souvent des jeunes femmes blondes, donc c'est pas de leur faute, elles sont complètement compétentes, elle dit, mais les symboles dans la vie, c'est hyper important. Voilà. En fait, elle parle en fait des espèces d'obstacles que tu te mets lorsque tu es une jeune femme noire qui veut devenir journaliste en ne voyant pas de gens qui te ressemblent. Et puis une fois qu'on aborde la question donc, du sexisme dans le journalisme, on ne donne la parole qu'à des femmes blondes, jeunes. Est-ce que ça t'inspire quelque chose ? Ah oui, et pour te répondre, la télévision, les médias, ça fait partie intégrante de la pop culture. Parce que même si c'est pas de la fiction, ça nourrit complètement nos imaginaires et notre manière de concevoir la société. Et typiquement, ne pas inclure des femmes journalistes noires ou autres, en fait, c'est encore nous faire croire qu'il n'y en a pas. Et qu'en fait, c'est juste une affaire de journalisme et de journalistes blanches qui sont victimes. Mais au-delà de ce manque d'inclusion, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que d'un coup, on parle de sexisme, mais le racisme est mis de côté, alors que Ménès a quand même des belles casseroles à ce niveau. Sur les joueurs blancs qui peuvent pas jouer, les gamins blancs peuvent pas jouer en Ile-de-France au foot parce que les noirs sont méchants avec eux. C'était lui. Il a carrément dit son fils. C'était lui qui disait que son fils, on lui faisait pas de passe. Je disais que les blancs pouvaient jouer au foot, mais qu'il fallait qu'ils arrêtent de se plaindre et d'être dans un truc victimaire en permanence. Vous pouvez y arriver aussi, quoi. C'est ça. Et puis, je ne suis pas une salope. Ça rappelle aussi, comme le disait une consoeur journaliste, je ne suis pas un singe. De Dacour. Voilà. Et qui n'avait pas fait autant de bruit non plus. Ce documentaire. Alors qu'il était ouf. Il était super bien. Après, avec des images de Pascal Pro au FC Nantes à l'époque. Et en fait, tu vois tout le temps la dichotomie entre racisme et sexisme. Et quand on parle d'intersectionnalité, encore une fois, je le dis très bien, ce n'est pas un label ni une identité en fait. C'est vraiment un outil pour comprendre que tout se rejoint en fait d'une certaine manière et que tu peux pas juste choisir ça, ça ou ça. C'est tout ensemble. Et du coup, tant qu'on n'aura pas une approche intersectionnelle, encore une fois, on ne vous a pas dit de le mettre dans votre bio ou d'en faire un étendard, on se retrouvera en fait avec ce type de documentaires qui sont extrêmement importants et qui ont un impact fort dans la société et dans notre pratique du journalisme. Et il y aura un manque, il y aura toujours un manque, parce qu'on se dira le sexisme, ça avance. Enfin, en tout cas, la lutte contre le sexisme avance. La lutte contre le racisme, non. C'est pas trop où on en est. Et je trouve qu'elle a eu vraiment raison de s'exprimer sur le sujet, cette journaliste-là. Après, là, j'ai vu qu'elle s'était mise en privé. Ouais, ça a dû coûter quelque chose. Et c'est toujours ça aussi. Tu parles de Siani Dalma ? Ouais. Elle dit qu'il lui sont arrivés des trucs encore plus graves, mais qu'elle n'est pas encore prête à en parler. C'est ça, en fait. Le problème, c'est que je pense qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte, en fait, du poids que c'est d'être une femme noire aujourd'hui, encore aujourd'hui, même si vous avez l'impression que la vie est belle, non. Et surtout quand on est journaliste sportif, alors là, j'ai envie d'imaginer. J'ai des potes blanches pour le coup, mais j'ai une pote notamment qui était journaliste sportive à une époque et qui est toujours à la télé, mais qui a changé un peu, on va dire, de crèmerie. Et
elle a changé vraiment texto, elle me l'a dit, à cause du sexisme, uniquement à cause de ça. Donc c'est clair. Sani Dalmat, je cherche toujours d'ailleurs à savoir si elle a un rapport avec le joueur de foot martiniquais Stéphane Dalmat, qui est l'idole absolue de mon père. Et Sani, si tu écoutes ce podcast, dis-moi en DM. Elle dit un truc qui est intéressant aussi. Elle reprend une idée du docu qui est que toutes ces femmes en fait ont un point commun. C'est qu'elles ont une sorte de syndrome de l'imposteur en fait. Elles se sentent pas légitimes à exercer leur métier ou à évoluer dans les espaces où elles évoluent, parce que ce sont des femmes, et à plus forte raison certaines, des femmes racisées. Toi, tu es une femme racisée justement dans le journalisme, tu es dans la même position finalement que Siani Dalmat, pourtant tu as genre plus de 20 000 abonnés sur les réseaux, tu as écrit un livre, ce qui est quand même une vraie forme de validation et d'expertise. Au point où t'en es là pour l'instant dans ton parcours, est-ce que malgré tout ça t'arrive encore de ressentir ce syndrome de l'imposteur? L'impostrice, je sais pas. Tous les jours, mais il faut comprendre que le syndrome de l'imposteur, il vient pas de nous, finalement. Il vient toujours du regard des autres, de comment on va remettre en question, en fait, notre légitimité, comment on va remettre en question notre vision des choses, et qu'à chaque fois qu'on émet un avis, c'est comme si le fait d'être noir avait toujours une incidence sur ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste aimer quelque chose parce que c'est vraiment bon, c'est vraiment qualitatif. Comme Amélie Trognou, par exemple. Il y aura toujours cette menace un peu de non, parce que vous êtes noir, parce que vous ne voyez les choses que sous un prisme racial, alors que non. En fait, d'une certaine manière, oui, parce que ça fait partie de mon identité, de qui je suis, etc. Mais j'ai aussi le droit d'avoir une expertise, j'ai aussi le droit d'avoir une légitimité sur les questions que j'analyse. Et du coup, même aujourd'hui, en étant établie d'une certaine manière, il y aura toujours en fait cette menace de qu'est-ce que tu fais là, ou au contraire de se dire tu es là parce que tu es noir. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a un truc là, il y a un truc dernièrement, je sais pas, un projet, peut-être même ce livre, j'en sais rien. Il y a un truc un projet où tu voulais te lancer et tu as eu un moment d'hésitation en mode mais attends, est-ce que vraiment je suis la bonne personne? Tu as eu des problèmes de légitimité récemment sur des trucs concrets? Tu as des souvenirs comme ça? Je pense que en fait, ça m'a fait rire, un peu sourire, de savoir que j'avais eu des interviews où j'étais sollicitée par des médias là en temps de promo pour lesquels je n'écris pas forcément. Et c'est là en fait que tu sais, ça te fait un peu un tilt où tu te dis ah mais là vous êtes très intéressé pour parler de mon livre, bah donne-moi du boulot là, donne-moi une pige. Et c'est drôle en fait de voir qu'on intéresse toujours pour le sujet, mais que c'est pas nos talents en fait qui intéressent. C'est ce que tu es plus que ce que tu fais, c'est quoi. ça. Mais c'est une question où j'essaye de la mettre de côté, de me dire je suis légitime, je sais de quoi je parle, j'ai une expérience sur le sujet, etc. Et j'ai envie de pouvoir porter ma voix et de porter la voix d'autres, et j'espère qu'on sera de plus en plus. Mais tant qu'on n'a pas réglé cette histoire de racisme, et c'est pas près d'arriver, bah, il y aura un problème. Tant que le racisme n'est pas fini. Voilà. On va attendre un petit peu. On va attendre longtemps, très longtemps. Kev, t'as d'autres questions sur la pop culture, sur le livre, avant qu'on wrap it up? Moi, j'en ai une. Vas-y. Pourquoi la cancel culture n'existe pas? C'est un Et sujet. je suis sûr qu'on n'est pas si opposés que tu penses. Mais ouais. Non, mais je pense qu'on est d'accord. Et sincèrement, j'ai fait évoluer mon avis aussi grâce à des personnes comme toi. Parce que t'en as pas mal parlé. Ou en tout cas, tu défendais aussi l'idée de pouvoir continuer d'apprécier certains artistes, même s'ils sont problématiques, même s'ils sont gênants. Petite pause dictionnaire, la cancel culture, c'est le fait d'annuler quelqu'un parce que cette personne est soi-disant. Mais raciste ou sexiste, ou du moins pas progressiste, quoi. Ouais. Mais en gros, je raconte un peu comment ça arrivait sur le devant de la scène. Et il y avait ce moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, telle personne is over party. Ouais. Et ça, en fait, c'était les prémices de la cancel culture, où c'était plus... Vas-y, vous saoulez, on vous annule. Mais c'était plus c'était pour se marrer. Voilà, c'était plus pour se marrer, quoi. Et d'un coup...
ça commence à entrer dans les sphères politiques. On se dit, qu'est-ce qui se passe? De quoi vous parlez? On peut plus rien dire. Ouais, alors que c'est pas du tout ça. Et je pense que la cancel culture n'existe pas parce que les personnes qui sont soi-disant annulées ont des micros partout, sont invités sur tous les plateaux, sont tout le temps en train de dire qu'ils sont annulés, mais ils sont en train de le dire, donc ça veut dire que t'es pas annulé. Et surtout, est-ce qu'ils ont du mal à trouver un autre travail, un appartement, à sortir dans la rue? Je ne pense pas. Je crois que Rachel Kahn n'est pas encore au Non. chômage, donc oui, en effet. Oui, non, mais... Et alors oui, pour moi, il y a une culture de l'annulation. Et là, ces derniers temps, je lis beaucoup qu'il y a une culture de conséquences. Et que finalement, c'est pas que tu es annulé, c'est qu'en fait, tu fais face aux conséquences de tes propos, actes, de ouais. tes propos. Donc à un moment, arrête d'être raciste, arrête d'être homophobe, arrête d'être gênant. Et peut-être qu'on pourra se poser des bonnes questions, mais on peut continuer de critiquer, on peut continuer de dire qu'on n'a plus envie d'écouter telle personne, de regarder tel film. Et c'est le droit, en fait, de chacun. Et pour moi, finalement, c'est plus une question de morale. De se poser la question soi-même, est-ce que tu as envie, tu sais que cette personne est un violeur, ça a été prouvé, et c'est pas la première fois, qu'est-ce que tu fais? T'as envie d'aller donner de l'argent au film? Bah vas-y, mais c'est toi et ta morale, ça veut dire si tu te regardes dans le miroir, est-ce que t'es fier de toi? Bah si t'es fier, tant mieux, mais c'est pas mon problème en fait. Et finalement, on a un peu passé à ce truc hyper... Enfin, ça devient trop de l'entendre partout. Un truc un petit peu binaire Ouais. aussi. Les politiciens, ils en peuvent plus. Ils ont découvert un mot anglais qu'en Ouais. plus que personne n'utilise aujourd'hui. Enfin, en tout cas, nous, on l'utilise pas de cette manière. Et c'est devenu un truc de progressiste VS conservateur. Non, c'est vraiment plus complexe que ça. Et j'en parle aussi parce que la culture, finalement, est centrale dans cette question. De se dire on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien voir, on ne peut plus aimer Friends, mais personne t'a dit de Et c'est vrai que là, ouais, du coup, la pop culture, elle est centrale. Ouais. Ça va dans être cette l'enjeu question, des années 2020, je pense, de se dire est-ce que ta création est problématique ou pas? Est-ce que les gens en coulisses ont fait des choses qui sont gênantes ou pas? Est-ce que ça va vous poursuivre une fois que la série sort ou le film sort? Et on l'a vu avec le mec de... Vous savez, le film où les esclaves se rebellent... Django Unchained? Non. Birth of a Nation. Ouais, voilà. Nation, ouais. Voilà. Dans les tout premiers épisodes du Chip, on parlait déjà de Nate Parker. Ouais, Nate Parker, c'est ça. Nate Parker. Ouais, c'est ça. Mm. Et là, il sort en film. Donc, est-ce qu'il a été Ah. annulé? Est-ce qu'il a été annulé? Non. Et ça concerne aussi, finalement, les personnes racisées. De savoir que... Enfin, en fait, c'est plus une affaire de pouvoir et d'élite. Lui, il fait partie d'une élite, il ne va pas être annulé. En revanche, on voit tous les jours, et toi, tu en as parlé très bien récemment, cette jeune femme qui s'est fait harceler pour une vidéo de recettes Ah oui, oui. Oui. pour étudiants parce qu'elle porte, Tout à fait. parce qu'elle porte le Ouais. voile, qui est annulée aujourd'hui. C'est elle, c'est Elle. pas les. Ouais. Elle, parce qu'elle fait pas partie de l'élite, parce que c'est une jeune femme étudiante Milieu dans sa vie populaire, normale, ouais. voilà. Et en fait, c'est horrible de penser qu'elle a dû partir de Twitter, qu'elle doit limite se Et cacher. bizarrement, en fait. j'ai jamais entendu Pierre Ménès ou Rick Zemmour dire c'est qu'ils vont ça. faire une grève de la faim parce qu'ils sont pour la liberté d'expression. Oui, j'ai Ouais. j'ai presque oublié de dire que l'histoire avec du coup le documentaire Je ne suis pas une salope, c'est qu'il a été en partie censuré par Canal+, parce que il y avait des parties qui mettaient en accusation Pierre Ménès, et que pour couvrir Pierre Ménès, du coup les parties en question ont été coupées et sorties du coup par un média indépendant qui s'appelle Les Jours, que je vous invite à suivre. Donc la cancel culture, elle est de quel côté? En effet, on se pose la question. On parle beaucoup d'islamo-gauchisme en ce moment. Je pense que les gens qui sont annulés, c'est pas les porteurs de la vérité de la droite française classique, c'est au contraire les gens qui vont être étiquetés islamo-gauchistes et qui du coup risquent de perdre des jobs ou d'être harcelés, quoi. En fait, il faut juste, pour conclure, Ouais. arrêter avec les concepts. Enfin, il faut arrêter d'utiliser des Avec les concepts comme étiquettes, ça, des étiquettes, et Les en ismes. faire, ouais, en Ils ont faire découvert woke des aussi, labels. ils ont découvert woke aussi il y a pas Ism, longtemps. mais- C'était resté très podcast, Ouais. et depuis 2020, ils ont découvert woke, le mot. Ou wokistan aussi. Le wokistan, ouais. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. En fait, nous-mêmes, on ne sait même on plus ce que dépasse, ces termes veulent dire parce qu'on ne les emploie pas de cette manière. Et ça, faut juste arrêter et essayer de réfléchir, d'analyser les choses un peu plus calmement. Et ça nous fera beaucoup de bien, je pense.
Donc c'est quoi la suite du coup pour toi? Donc là tu as sorti le livre, tu étais en dédicace, masqué évidemment, en librairie. Est-ce que tu as des projets dans les tubes dont tu peux nous parler? Alors, j'ai un projet de podcast documentaire qui traitera d'un parcours d'accompagnement médical de femmes victimes de violences sexuelles. C'est léger, ça. Voilà, c'est assez lourd. Et dans un temps beaucoup plus long, un documentaire sur une artiste que je ne peux pas dévoiler. Mais s'appelle Sandra Oh. Non, c'est une artiste noire qui est vivante. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Mais Tu peux même pas dire si elle fait de la musique ou si c'est plutôt plutôt de de l'art. la musique. D'accord. Et mon point de vue est justement sur son impact dans la pop culture de manière plus large. Ok. C'est-à-dire qu'on veut sortir aussi du point de vue musical. Et voilà, donc je l'écris, le documentaire, et donc on est en plein dedans, en train de voir comment ça se joue. Voilà. Ah, c'est cool. Moi, c'est cool en tout cas que tu continues à porter ces sujets, et à défendre ces sujets sur différents médiums. En plus, Ouais. c'est ça qui est intéressant. Je fais un peu la même chose, Ouais. mais Et une série, j'espère, bientôt. un eh jour. bah écoute, Ouais, c'est un peu le Validé but, sur Moodboard ou pas? C'est juste en ce moment sur Pinterest. Ah bah allez-y, Jennifer Padjemi. Je ne pense pas. ok. Mais, Bah ouais. écoute, merci en tout cas Merci. d'avoir. Merci à vous, Jen. c'était très cool. Grave. Avant de se quitter, j'ai une petite recommandation. On ne sait pas si on va garder les recommandations dans les épisodes à venir du Chip, puisqu'on est en mode glow up, nouvelle formule, etc. Mais là, comme on a beaucoup parlé du coup de femmes, de pop culture et de représentation, je suis assez dans le thème, puisqu'il s'agit en fait d'une chaîne, on va dire, d'une chaîne de vidéos qu'on trouve sur les réseaux sociaux, type Instagram, Twitter, etc., qui s'appelle Genre, donc en toute majuscule GENR.ES, vous voyez ce que je veux dire, qui en fait est une chaîne de cyphers de rap. Donc les cyphers, pour ceux qui savent pas, voilà, c'est, vous savez, quand on se met en cercle et qu'il y a des différents artistes qui viennent rapper et poser leur freestyle un petit peu comme les cyphers de XXL Mag, de BET, où la série rentre dans le cercle du rappeur Fianso. Et donc du coup là, c'est une chaîne de cypher, mais uniquement féminin, donc avec que des rappeuses de tous horizons qui viennent du coup poser leur son, leur freestyle, etc. Ça a été lancé par une journaliste qui s'appelle Andrea Etonde, que je vous invite à suivre. Et donc voilà, elle s'est un peu inspiré de toute l'esthétique, donc je vous disais, voilà, Double XL, BET, tout ça, mais aussi des chaînes musicales style Colors, et puis des concerts style Tiny Desk, les Tiny Desk de la NPR, la radio américaine, pour créer ces formats web qui donc mettent en avant des artistes, des rappeuses du coup, qu'on voit pas beaucoup justement d'habitude dans les grands médias. La question du rap et des femmes, elle est large, on en reparlera je pense dans d'autres épisodes du Chip, comme on l'a fait par le passé. Mais du coup, voilà, c'est un format qui est cool, qui est esthétique, parce que c'est important hein, dans les cyphers. C'est pour ça que Colors, ça marche. C'est parce qu'ils ont ramené une esthétique. Donc là, c'est un format cool, c'est un format esthétique. C'est des rappeurs qu'on connaît pas très bien et sur lesquels je pense faut donner de la force. Donc donner de la force à Jean, donner de la force à Andrea. Je vous mettrai évidemment toutes les infos dans la fiche de l'épisode. Voilà. C'était l'épisode du Chip. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir regardé, puisque maintenant, encore une fois, quelle caméra on regarde, je sais pas, mais en tout cas, on est là aussi, on est sur les... venez voir nos faciès sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver donc sur tous les réseaux habituels, Instagram, Twitter, même Facebook, hein, si vous voulez. On a une page Facebook. Elle arrive, la page Facebook. Tout à fait. Donc, J'ai encore Facebook. Bonne question également. Ma mère, je sais. Ouais. @ Le Chip Podcast. Si vous nous croisez sur Apple Podcasts, mettez-nous 5 étoiles, 5 stars. Si vous nous croisez dans la rue, dites-nous bonjour et j'allais dire faites-nous des bisous. Non, checkez-nous du point. Avec le masque. Tout à fait. Et gardez votre masque. On a enlevé le masque pour l'enregistrement, mais voilà, c'est uniquement parce qu'on est beau et qu'on voulait vous montrer Moi, j'étais chez le coiffeur. Tout à fait. On voulait nous montrer nos beaux... De toute façon, frère, le masque, c'est pas sur les cheveux que tu mets. Non, je sais, mais tu vois, par exemple, si tu mets tous les trucs... Enfin bref, la barbe aussi est on flic. C'est vrai, je vais pas t'enlever ça. Le gars a fait le dégrados on point. Moi aussi, je suis un peu en chien là au niveau capillaire. Mais bon, bref, tout ça pour dire que voilà, on s'est démasqué pour les besoins de l'enregistrement, mais sachez que voilà, on prend nos précautions. Là, vous voyez, on est en distance de sécurité, donc faites comme nous et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. 5 étoiles, je l'ai dit déjà. @ le Chip Podcast. Mettez du gel, merci. @ le Chip Podcast. Cette émission a été réalisée par Adrien et Aldric à la prod de Studio Majorel. On leur fait des bisous
distancer encore une fois. Ce confinement, enfin cette situation vraiment nique tous les rapports humains, c'est horrible. À la prochaine, prenez soin de vous. Des bisous. Bisous, bisous.